Washington frissonne, Paris chancelle. Quel est donc ce brasier, né au cœur de l'Afrique, capable de bouleverser l'ordre du monde? Mais aujourd'hui, un souffle ardent se lève depuis Ouagadougou. Le Burkina Faso, longtemps effacé, marginalisé, devient l'épicentre d'une révolution qui secoue le continent. Ce petit pays, autrefois jugé insignifiant, s'est mué en cœur battant d'une Afrique debout. De Bamako à Dakar, de Paris à Washington, tous les regards convergent vers lui. Depuis des siècles, l'Occident a puisé sans relâche dans les entrailles africaines, sous couvert de commerce équitable ou de partenariats prétendument gagnant-gagnant. En vérité, c'était du pillage pur, déguisé en nobles intentions. L'or, le coton, le cacao, l'uranium, tout s'envolait, et presque rien ne revenait. L'Afrique n'était plus qu'entrepôt, mine, colonie, pendant que ses enfants voyaient leur avenir s'évaporer. Prenons un exemple concret. Dans les années 60, lorsque les premiers lingots d'or partaient de la mine d'Essakane au Burkina Faso, des contrats mirifiques étaient signés. Les sociétés minières occidentales promettaient emploi et infrastructures. Mais pour 100 kg d'or extrait, à peine 1 kg de richesse restait sur place. Les écoles promises n'étaient que des baraques, les hôpitaux restaient vides. Le reste s'évaporait vers Londres et Paris. Les comptes bancaires suisses grossissaient, mais les villages burkinabés demeuraient sans électricité. À la tête de cette renaissance, Ibrahim Traoré. Ce jeune capitaine incarne le réveil du rêve de Thomas Sankara. Pour lui, l'Afrique ne doit plus plier devant aucune puissance étrangère. Il ne s'agit plus seulement de récupérer l'or ou le coton, mais de restaurer la dignité d'un peuple trop longtemps humilié. Traoré parle sans détour, agit sans attendre, et les mots deviennent actes. Le Burkina Faso nationalise ses ressources, défie l'ordre mondial et tend la main à d'autres pays pour qu'ils osent à leur tour. Ce qui se joue ici, c'est le destin d'une génération entière. L'Afrique va-t-elle sombrer à nouveau sous le joug de la soumission ou bâtir enfin une souveraineté inédite fondée sur l'unité et la maîtrise de ses richesses? Ce n'est pas la première fois que le continent tente de reprendre son destin en main. Rappelons-nous du Ghana sous la houlette de Kwame Nkrumah dans les années 50. Il rêvait d'unir l'Afrique, de contrôler la production de cacao bien avant que les multinationales ne s'en emparent par des prix imposés. Mais à chaque tentative, des forces extérieures s'activent. Coups d'État orchestrés, campagnes de déstabilisation, sanctions économiques punitives. Aujourd'hui, avec Traoré, c'est la première fois qu'autant de nations semblent prêtes à marcher ensemble. Mais comment le Burkina Faso, si longtemps relégué à la marge, a-t-il pu devenir ce symbole de résistance? Pour comprendre, il faut remonter aux racines du feu, l'héritage de Sankara, les blessures du passé et la montée d'un espoir neuf. La peur change de camp. À Paris, on redoute de voir l'influence s'effriter comme sable entre les doigts. À Washington, on craint la contagion de cette insoumission qui menace l'équilibre global. Les puissances occidentales multiplient les avertissements, agitent le spectre de sanctions. Mais sur le terrain, la réalité se déploie. Des foules immenses envahissent les rues, des drapeaux burkinabés flottent partout, et la voix populaire couvre les menaces venues de l'extérieur. Depuis des siècles, l'Occident s'est bâti sur la richesse de l'Afrique. Mais à quel coût? En silence, le sang du continent a nourri les palais de Paris et dressé les gratte-ciels de New York. L'or du Ghana, l'uranium du Niger, le cacao de Côte d'Ivoire, le pétrole du Nigeria, extraits, chargés, expédiés, toujours loin de leurs terres d'origine. Les navires emportaient la promesse de prospérité, mais la fortune traversait les océans sans retour. À Londres, le champagne coulait à flots. Au Burkina Faso, des enfants se contentaient d'une poignée de riz, pendant que les palais d'Europe scintillaient sur fond de misère lointaine. Dans les années 80, lors de la chute du prix du cacao, des milliers de familles ivoiriennes ont tout perdu, alors que les chocolateries suisses et belges battaient des records de bénéfices. Les crises économiques mondiales frappaient l'Afrique de plein fouet, tandis que les profits étaient rapatriés dans les capitales occidentales. Regardez les archives photographiques de la Tour Eiffel, parmi les factures, on retrouve la trace de tonnes de fer venues d'Algérie, du bois exotique d'Afrique centrale, financé par l'impôt colonial. Les expositions universelles à Paris au début du XXe siècle exhibaient des villages africains. Non seulement les ressources étaient prises, mais l'image même de l'Afrique était déformée, présentée comme éternellement dépendante. Voici la vérité dissimulée derrière les discours sur le commerce équitable.
On vantait l'échange, mais on pratiquait le pillage. On promettait la modernité, mais l'Afrique restait prisonnière d'un ordre colonial grimé en partenariat. Chaque année, la Banque mondiale publiait des chiffres, croissance, exportation, investissement. Mais dans les hôpitaux et les écoles, il n'y avait que files d'attente, pénuries, promesses envolées. Le mirage du partenariat cachait une réalité brutale. Depuis les indépendances, la majorité n'a rien vu changer. Les multinationales, souvent françaises ou américaines, fixaient les prix, contrôlaient les mines, régentaient la vie de villages entiers. Pour un baril de pétrole, une tonne de coton ou un sac de cacao, l'Afrique recevait des miettes. Les profits prenaient la route de l'Occident, la pauvreté restait au pays. Prenons le cas du Niger. L'uranium extrait à Arlit alimente depuis des décennies les centrales françaises. Pourtant, la ville reste sans courant la nuit. La société Areva, rebaptisée Orano, a longtemps fixé les prix d'achat si bas qu'un seul mois d'exploitation en France équivalait au budget annuel de la santé nigérienne. Les contrats étaient signés dans des bureaux feutrés à Paris, loin des villages de mineurs. D'un côté, la richesse s'accumulait. De l'autre, la famine et l'humiliation. Le système colonial n'a pas disparu, il a changé de visage. Aujourd'hui encore, les ressources africaines sont échangées contre des devises étrangères, des technologies inaccessibles, un accès conditionné aux marchés occidentaux. Pourtant, dans la poussière de Ouagadougou, quelque chose s'éveille. Un leader, porté par la voix de son peuple, décide qu'il est temps de briser ses chaînes. L'histoire s'apprête à changer de visage. Mais qui est ce leader? Et comment sa révolte pourrait-elle bouleverser l'équilibre du continent? Le vent du changement commence à souffler sur le Sahel. Le Burkina Faso se dresse. Et si le vrai pouvoir commençait par dire non? Le continent reste piégé par des accords iniques, signés sous pression, où la souveraineté n'est qu'un mot creux. Tant que ce système persiste, les générations futures seront condamnées à l'exploitation, privées de dignité et de vraie prospérité. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, une onde de choc traverse toute l'Afrique de l'Ouest. L'acte fondateur, la nationalisation de l'or burkinabé. Désormais, aucune pépite ne quitte Ouagadougou sans passer par des mains africaines. Fini les exportations brutes vers l'Occident. L'État exige que l'or soit raffiné sur place, que la richesse reste ici, que de vraies réserves africaines voient enfin le jour. Souvenons-nous du Venezuela sous Hugo Chavez, nationalisant le pétrole face aux compagnies étrangères. Les premières années furent difficiles, pénurie, inflation, campagne de diffamation. Mais la fierté d'avoir repris le contrôle de ses ressources a inspiré toute l'Amérique latine. Le Burkina Faso suit un chemin similaire, accepter la difficulté pour bâtir une souveraineté durable. Ce n'est pas seulement un virage économique, c'est un coup de tonnerre politique qui fait vaciller les anciennes puissances coloniales. Washington tempête, Paris grince des dents. Les premières menaces pleuvent, suivies de sanctions. Les réseaux s'affolent, médias occidentaux, campagnes de désinformation, rumeurs soigneusement distillées pour isoler le Burkina Faso et salir son nom. Pourtant, la riposte la plus puissante ne vient pas des palais, mais de la rue. À Ouagadougou, des foules immenses s'élèvent. Hommes, femmes, enfants, anciens et jeunes, tous unis derrière leur président. Les drapeaux rouges et verts envahissent les avenues. Les chansons de Thomas Sankara résonnent. La fierté illumine les visages. Ici, le peuple n'est plus spectateur. Il devient rempart. Un mur vivant face à la soif néocoloniale. Car ce combat ne concerne plus seulement le Burkina Faso. Déjà, la flamme de la souveraineté s'étend. Mais ce n'est que le début. Une alliance inédite se prépare, prête à bouleverser tout le continent. Cette cohésion nouvelle inquiète bien plus que n'importe quel décret. Car lorsque le peuple marche avec son chef, aucune sanction, aucune fake news, aucune menace étrangère ne peut briser cette union. La résistance populaire devient la vraie révolution. Elle expose la fragilité des empires, leur incapacité à comprendre qu'un peuple debout est plus fort que 1000 armées. Imaginez la scène, la place de la nation noire de monde, des artisans suspendant le travail pour marcher, des paysans venus des villages, scandant des slogans de liberté. Les radios locales diffusent des témoignages de mères prêtes à sacrifier pour l'avenir de leurs enfants.
Cette cohésion populaire rappelle la résistance du Vietnam face aux États-Unis dans les années 70. La détermination d'un peuple uni peut renverser les calculs des puissants. Quand le feu du Sahel se propage, même les empires vacillent. Mais cette audace a un prix. L'Occident redouble de sanctions, cherche à isoler le Burkina Faso, à fissurer ce front uni. Pressions économiques, manœuvres diplomatiques, attaques médiatiques, tout est tenté pour semer le doute et la division. L'enjeu est immense. Garder la mainmise sur les richesses africaines ou accepter la fin d'un ordre ancien. Traoré lance un défi, non seulement à Paris et Washington, mais à toute l'architecture mondiale du pouvoir. Ce soulèvement n'est plus isolé. Ensemble, ces pays forgeaient l'Alliance du Sahel, une muraille contre la prédation extérieure. Ce n'est pas seulement un choix économique, c'est la naissance d'une solidarité africaine qui efface les anciennes frontières coloniales. Regardons la Côte d'Ivoire. En 2023, des coopératives lancent le premier chocolat Made in Abidjan, vendant directement en Europe. Le Mali investit dans des usines textiles, transformant le coton local en vêtements finis. Ces initiatives créent des milliers d'emplois et dynamisent l'économie locale. C'est la fin du modèle où l'Afrique n'était qu'une source de matières premières. Rappelons un précédent. Dans les années 70, l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, a uni ses membres pour imposer des prix justes face à l'Occident. Les chocs pétroliers ont démontré que l'union des producteurs pouvait renverser l'ordre mondial. Aujourd'hui, l'Alliance du Sahel peut faire de même pour l'or, le coton, le cacao. Au début, il n'y avait que le courage d'un seul peuple. Mais l'étincelle burkinabé est devenue brasier. Désormais, du Ghana au Niger, du Mali à l'Ouganda, les nations africaines se réveillent, une à une refusant d'exporter leur trésor brut. L'or du Ghana reste à Accra, le coton du Mali ne quitte plus gratuitement ses frontières, le pétrole du Gabon alimente d'abord Libreville et le café d'Ouganda est torréfié sur place, générant emplois et richesses nationales. Mais une question brûle toutes les lèvres, combien de temps cette alliance tiendra-t-elle face à la tempête qui s'annonce ? L'heure des choix décisifs approche et chaque geste comptera. Les conséquences sont immédiates. Les marchés occidentaux chancellent. À Paris, Londres, Washington, la panique monte. L'uranium du Niger ne s'écoule plus à flot. L'or s'accumule en Afrique, les prix mondiaux de l'énergie flambent. Les multinationales voient leurs profits fondre. Les dirigeants européens redoutent la pénurie, l'inflation, la remise en cause d'un ordre établi depuis des siècles. Mais plus que les gouvernements, c'est le peuple qui se dresse comme un rempart. Des foules immenses, du Sahel à la forêt équatoriale, s'emparent d'un cri « Nous ne serons plus jamais les esclaves de personne ». Les vieilles divisions tracées par les colons se dissolvent dans une vague de fraternité retrouvée. L'unité devient une force plus puissante que toutes les armées, que toutes les sanctions internationales. Face à cette vague, le risque monte. Menaces d'intervention étrangère, guerre économique totale, tempête médiatique. Pourtant, jamais l'Afrique n'a été aussi proche d'un nouveau destin, d'une émancipation réelle, portée non par les promesses des puissants, mais par la volonté inflexible de ses fils et de ses filles. Face aux armes et aux sanctions, la véritable force reste celle du peuple uni. Ni la puissance militaire ni la pression économique ne décident du sort d'une nation. Tout repose sur l'alliance sacrée entre ses enfants, leur foi et leur volonté de résister, ensemble. Lorsque les puissances occidentales ont imposé leurs menaces au Burkina Faso, elles croyaient pouvoir briser sa marche. Mais leurs sanctions n'ont pas affaibli la résistance, au contraire, elles ont forgé une détermination nouvelle. Dans les quartiers de Ouagadougou comme sur les réseaux sociaux de la diaspora, une certitude résonne. Mieux vaut souffrir dignement que prospérer dans la soumission. Ce mouvement n'est plus limité au Burkina Faso. Dans les mines du Congo, des travailleurs relèvent la tête, inspirés par le courage burkinabé. Dans les champs de cacao de Côte d'Ivoire, des paysans murmurent les paroles de Sankara, rêvant d'une Afrique enfin maîtresse de ses richesses. Femmes, jeunes, anciens, chacun saisit que la souveraineté ne s'attend plus. Elle se conquiert par l'action collective. C'est un sacrifice accepté, un signal sans ambiguïté. La faim, sous le drapeau de la liberté, l'emporte sur l'abondance achetée au prix de l'asservissement. Les visages burkinabés incarnent ce choix, mais ils ne sont plus seuls. De Johannesburg à Bamako, de Toronto à Paris, la diaspora africaine s'organise. Les hashtags traversent frontières et océans,
unissant des millions de voix sous une même bannière de souveraineté retrouvée. Voilà la grande leçon. L'indépendance ne se mendie pas. Elle s'arrache, fruit d'une conscience partagée et d'un engagement quotidien. Quand le peuple devient rempart, quand il comprend sa propre puissance, l'équilibre du monde bascule. Désormais, l'histoire ne s'écrit plus à Washington ni à Paris, mais dans les mains de ceux qui osent se lever. Pour renforcer cette dynamique, plusieurs initiatives concrètes voient le jour. Formation à la gestion des coopératives, plateforme panafricaine d'échange de produits transformés, réseau de financement communautaire. Chaque ville, chaque village, crée ses propres comités de vigilance contre la corruption et le détournement de fonds. Des applications mobiles permettent de suivre en temps réel les exportations et d'alerter sur toute anomalie. C'est la démocratie économique, par le peuple, pour le peuple. Pourtant, cette mobilisation continentale reste fragile. Les prochains événements mettront à l'épreuve la capacité du peuple à maintenir sa cohésion face aux pressions croissantes. Cependant, le risque plane toujours. Si cette unité venait à se fissurer, les anciens maîtres reviendraient, prêts à réinstaurer leur domination. L'enjeu est total. Seule la persistance d'une flamme populaire, entretenue chaque jour, peut ouvrir la voie à un avenir neuf, où l'Afrique reprend enfin la commande de son destin. Ce n'est plus un simple récit, c'est un tournant, votre destin suspendu à un fil. L'Afrique va-t-elle enfin écrire son propre avenir, ou laissera-t-elle d'autres le faire à sa place? Désormais, le choix ne se joue plus à Ouagadougou, ni à Paris, ni à Washington. Il se joue dans chaque cœur africain, dans chaque main qui refuse la résignation, dans chaque voix qui s'élève pour dire « assez ». La souveraineté n'est pas un slogan lancé lors des défilés. Elle se forge dans les actes. Refuser de vendre nos terres pour quelques pièces. Exiger que nos ressources soient transformées ici pour nos enfants et non pour des banques étrangères. Elle se construit chaque jour, dans le courage d'affronter ceux qui voient encore l'Afrique comme une mine à ciel ouvert. L'histoire de l'Alliance du Sahel n'est pas celle d'un seul homme, ni d'une seule nation. C'est la promesse d'une Afrique debout, une Afrique qui reprend sa voix, son sol, son destin. Mais cette promesse ne prendra vie que si chacun d'entre nous la fait sienne, car demain ne s'écrira pas tout seul. C'est à vous, femmes et hommes d'Afrique, de refuser la servitude. À vous d'enseigner à vos enfants que la misère n'est pas une fatalité, que la dignité et la prospérité sont des droits qui s'arrachent et non des aumônes à quémander à l'étranger. Pour avancer concrètement, chaque citoyen peut agir. Soutenir les produits locaux, exiger la transparence sur l'origine des matières premières, participer à des initiatives de commerce équitable réellement africain, boycotter les entreprises qui exploitent sans redistribuer. Dans les écoles, il s'agit de transmettre l'histoire vraie des luttes africaines, d'organiser des débats, de créer des clubs de réflexion citoyenne. Le risque est immense. Céder au découragement, laisser la peur ou le doute refermer la porte de l'avenir. Mais le pire serait l'oubli. Le pire serait le retour à la nuit sans fin, cette nuit où d'autres écrivent le destin de l'Afrique à votre place. Aujourd'hui, le choix est là, brûlant. Ou bien vous tournez la page de l'histoire imposée, ou bien vous subissez encore des siècles de silence et de pillage. N'attendez pas qu'on vous accorde ce qui vous revient. Prenez-le. Regardez autour de vous. De Ouagadougou à Niamey, d'Accra à Kampala, une même flamme circule. Elle unit les peuples au-delà des frontières, brise les chaînes du passé, rallume l'espoir d'un continent maître de lui-même. Mais cette flamme, elle doit être entretenue, protégée, partagée. C'est ainsi, et seulement ainsi, que l'Afrique reprendra la plume. C'est ainsi qu'enfin, elle écrira son propre avenir. Car la révolution ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Elle commence dans chaque conscience éveillée, dans chaque geste de solidarité, dans chaque refus de l'injustice. Alors, que reste-t-il à faire? S'approprier ce mouvement, non par des mots creux, mais par des actes quotidiens, soutenir la souveraineté, refuser la résignation et diffuser partout le message d'une Afrique qui ne ploie plus.